Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va analyser un combat entre un mec qui est sur 10 victoires d'affilée et un autre qui a finalisé chacun des adversaires face auxquels il a gagné. William Gomis nous a fait passer par toutes les émotions l'année passée lors de l'UFC Paris et il revient pour chercher sa 11e victoire consécutive et sa 3e à l'UFC. Pour cela, il va devoir passer le très dangereux, le très agressif, le très divertissant Lucas Almeida qui vient systématiquement avec des mauvaises intentions dans la cage et il va chercher, comme toujours, un finish. On vous analyse ça dans cet épisode du Game Plan avec Brian et c'est maintenant sur Fight Minds. Salut Brian, comment vas-tu? Et qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans ce combat entre Lucas Almeida et William Gomis? Ça va bien, ça va très très bien. Ce qui m'intéresse le plus sur ce combat, c'est j'espère voir une victoire par finish de William Gomis et je pense que il y a moyen. Voilà. Ouh, gros statement. Très bien. Moi, de mon côté, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'approche stratégique de William Gomis parce que pour moi, il y a deux pistes et je suis intrigué de savoir laquelle ils vont choisir, mais je tease un peu pour que les gens restent connectés au podcast et, et j'en parlerai plus tard. Eh ben, tant que j'y pense, c'est très rare que je fasse ça en début de podcast. Tous ceux qui regardent, mettez votre prono en commentaire avant d'être influencés par ce qu'on dit. Et profitez-en pour les 40% qui sont en train de regarder cette vidéo et qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Abonnez-vous. Et tous en même temps, on like la vidéo. Merci pour le référencement. Alors, comme d'habitude, on va commencer par établir les profils de part et d'autre. Moi, je vais d'abord m'occuper de Lucas Almeida et puis tu vas un peu nous décrire William Gomis et après ça, on va partir sur les pronostats. Donc, Lucas Almeida, je vais commencer par le contexte sportif. Donc, 14 victoires, 2 défaites. Sur les 14 victoires, 14 finishes, 9 par KO, 5 par soumission. Ça en dit déjà long un peu sur son approche du MMA. Et ce sera son 3e combat à l'UFC. Il a une victoire pour une défaite. La défaite, c'est son tout dernier combat. En sachant qu'il avait participé au Dana White Contender Series en 2021 et qu'il avait perdu là à la décision. C'est donc ses deux seules décisions de son palmarès. Alors, premier point qui est important, parce que je sais que toi aussi tu aimes bien souligner ça, c'est un droitier. Bien que ce soit un Brésilien, je le vois plutôt comme un striker que comme un grappleur. C'est un striker à volume. Alors là, je vais prendre des statistiques. Alors je sais qu'il a que 3 combats référencés sur l'UFC Stats, donc l'échantillon est très faible, mais les frappes envoyées à la minute, c'est 5,29. En sachant qu'il y a eu son combat contre Pat Sabatini où il a passé tout le combat sur son dos et qu'il a envoyé que 2 frappes. Donc si on regarde ces 2 autres combats qui ont été beaucoup plus debout, il est plus à 6 et 7 frappes envoyées par minute respectivement. Et je trouve que c'est très important par rapport à William Gomis, qui lui est à l'opposé du spectre en termes de volume. C'est quelqu'un qui aime pousser l'action, mais je le considère pas du tout, mais alors là pas du tout comme un combattant à pression. C'est juste quelqu'un qui avance, mais c'est pas quelqu'un qui va spécialement cadrer et mesurer sa pression. Je dirais qu'il a un jeu plutôt linéaire dans les actions. Donc c'est quelqu'un qui va reculer en ligne, qui va avancer en ligne, mais quand il n'y a pas spécialement d'action, il va faire des side steps qui sont intéressants juste pour changer l'angle, changer la dynamique du combat. Il est très varié sur les attaques, donc il va envoyer des single attaques, il va envoyer des combos très variés en pied-point, il va attaquer le corps avec un crochet avant, puis un overhand, puis un low kick, il va travailler sur les 3 niveaux, il est capable d'envoyer des combos de 3 frappes qui touchent les 3 niveaux. Il joue sur son positionnement de tête quand il envoie des combinaisons. Il n'a pas peur d'être à l'échange et il laisse jamais sa tête dans l'axe. Donc, comme on dit souvent, hein, si tu laisses ta tête dans l'axe et que tu viens pour échanger, tu es une cible facile à toucher. Lui, sa tête est très souvent désaxée, ce qui lui permet justement d'être assez performant dans les échanges. Il a d'ailleurs un très bon large crochet. C'est comme ça qu'il met KO Trisiano. Enfin, il le met knockdown et il le met KO grâce à cette même arme. Et il aime bien casser le rythme avec des low kicks. Donc, quand ça manque un peu d'action à son goût, il va juste envoyer un low kick juste pour dire voilà, moi je suis là, je suis capable de toucher. Donc voilà pour le profil sportif de Lucas Almeida. Si tu as quelque chose à ajouter, tu peux y aller maintenant. Et si tu n'as rien à ajouter sur Lucas Almeida, je te propose de faire le même exercice par rapport à William. Non, très peu à rajouter. Juste, j'avais rajouté qu'il cherchait quand même les frappes fortes et lourdes. Il avait tendance à vraiment donner un peu tout ce qu'il avait sur ses frappes.
Et ça, je pense que c'est un élément qui est intéressant, surtout vis-à-vis du profil de William Gomis. Donc, William Gomis, 12-2, 2-0 à l'UFC. Donc, je pense que normalement, beaucoup de nos auditeurs le connaissent, mais pour revenir sur son profil, c'est un gaucher qui a une position, une garde assez étrange, donc qui est relativement droit pour un combattant de MMA relativement droit. Il est très très à l'aise à boxer en reculant. Donc ça c'est vraiment une de ses particularités, c'est que il aime absorber les adversaires et les boxer dans la garde ouverte. Donc pour moi c'est voilà, j'appelle ça c'est vraiment il aspire comme ça, il aspire et puis il va chercher ses combinaisons. Euh, il utilise bien son allonge. C'est vraiment assez étrange dans sa manière de boxer parce que en garde ouverte, on a ce qu'on appelle la guerre des pieds, donc le placement au niveau des pieds. Et lui, il a aucun problème à avoir son pied avant à l'intérieur et pour pouvoir l'utiliser pour le jab par exemple. Mais même sans utilisation de jab, il se trouve très bien là-dedans. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Il est patient. Tu l'as dit, hein, il fait pas forcément beaucoup de volume, mais il est très patient, de très bons kicks. Euh, ce qui va être Superman Punch, qui fonctionne aussi très bien en garde ouverte. Dans... Il est complet, hein, c'est un gars qui fait du MMA depuis pas mal de temps. Il est très très complet, donc on l'a vu hein, sur des combats précédents. Mettre au sol, contrôler, frapper, etc. Et ce que je pourrais dire par contre, c'est que je trouve qu'il a pas réellement des erreurs de déplacement, mais parfois quand il doit désengager donc sur sa droite, donc de son côté opposé, lui aussi je trouve qu'il va désengager en faisant des erreurs. Souvent il cherche à désengager avec un check hook et je le trouve parfois un peu mal posturé, tu vois. Donc c'est vraiment un gaucher qui va quasi jamais changer de garde, tu vois. Pas de shift en reculant, ce genre de choses. Voilà pour la présentation. Je pense qu'il C'est est... pl- Ouais. c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. T'as des choses à rajouter? Non, en fait, j'ai montré la liste, les gens peuvent faire pause, comme ça on voit qu'on avait vraiment la même façon de décrire Gomis. Le petit point que j'ai à rajouter, peut-être plutôt insister, parce que tu en as parlé, mais la souplesse des kicks, hein, il est vraiment capable d'envoyer deux high kicks d'affilée, un à droite, un à gauche, ou un à gauche, un à droite. Ça peut vite surprendre. Bon, c'est difficile de passer ça dans un combat à haut niveau, mais voilà, Mhm. il y a ce truc-là. Et j'avais un peu ce côté qui vient aussi insister sur le côté complet. Il combat là où il est le meilleur Mm. par rapport à son adversaire, je Tout à trouve. fait. Donc il vient toujours avec une approche stratégique et il est capable de venir gagner un combat grâce à sa lutte et son grappling, au même titre qu'il est capable de gagner un combat grâce à son pied-point. Et ça dépend vraiment de son adversaire. Et donc c'est là un peu... non, je vais la garder pour plus tard. Et Tu puis, vois, ouais, ça va. le truc qui m'intrigue, je vais garder ça pour le moment où on part vraiment vers le game plan. Mm. Mais ici, avant le game plan, on doit parler des odds, des codes de Paris et de voir si on est aligné avec. Donc ici, on est sur un 60-40. On est sur un 60-40 officiellement à l'avantage du français, de William Gomis. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu t'alignes ou toi, tu avais J'avais un mis, pronostat différent? alors j'avais pas regardé, moi j'avais mis un 65-35 pour Gomis. Je le pense plus favori que Lapillus contre Gavurov, tu vois. Hmm. Donc je pense que je vois Gomis 65-35 plutôt, ouais. Toi, t'avais quoi? Ah, j'ai plus de son. Pardon, j'enlève mon son à chaque fois que tu parles pour pas qu'on entende ma respiration et du coup j'avais Ah, oublié d'activer. Moi, je trouve que c'est un combat aussi compliqué pour Gomis que ça ne l'est ah ouais. pour Lapillus, peut-être un peu moins. Donc moi, j'avais noté entre 55 et 60, donc je suis plus sur un 57% à l'avantage de Gomis parce que je le trouve meilleur. Mais la différence de volume, si ça va à la décision, peut flouter un peu ce que les juges pensent du combat. Et on l'a vu récemment, je ne sais plus avec quel combat, mais il y a des rounds qui avaient été donnés à quelqu'un qui envoyait beaucoup plus de volume
même si ça touchait pas, ou alors c'était peut-être en anglais que j'ai vu ça. C'est peut-être en commentant en anglais que j'ai vu ça. Mais, euh, mais la réalité, c'est vraiment ça. C'est que de temps en temps, tu as un gars qui envoie beaucoup de volume, et même si l'autre il défend bien, il esquive bien, il désengage bien ou il bloque bien, comme on dit, les juges ils sont sur un angle. Et donc de temps en temps, tu as l'impression que ça touche pas la garde, mais que ça touche le visage. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que ça pourrait être compliqué pour Gomis si ça va à la décision, parce que la différence de volume signifie qu'il va devoir vraiment être impactant dans ses frappes, et il ne l'est pas toujours. C'est pas quelqu'un qui envoie toujours avec des grosses frappes, contrairement, comme tu l'as dit, à Lucas Almeida, qui non seulement envoie du volume, mais très souvent dans ses frappes, il envoie avec des mauvaises intentions. Et pour moi, ça peut. J'ai toujours cherché ce mot en français. C'est pas cloîtrer la vision des juges ou la perception des juges, mais ça peut, voilà, ça peut un peu Mhm. rendre la décision des juges suspecte, sans qu'on puisse leur en vouloir. C'est juste que, voilà, quand tu regardes, tu dis ah ouais, non, l'autre il envoie du volume, en plus il frappe fort, je vais lui donner la décision, alors qu'en réalité il y a rien qui touche, et que l'autre qui envoie peu, chaque fois qu'il envoie, ça touche. Il n'y avait Donc pas un peu avec Rose ouais. Namajunas sur son dernier combat, tu vois, où il s'était pas passé grand-chose. Tu te rappelles? Ouais, ouais, oui, Mais où derrière, le tu peux aussi avoir jugé l'intention, tu vois, entre ouais. quelqu'un qui est sur le reculoir, qui vient juste pour toucher, etc., comme si c'était amateur, toucher au point, et l'autre qui veut t'arracher la tête, qui est là pour combattre. Et donc, où tu peux récompenser plutôt celui qui cherche à finir. Et même s'il touche pas, tu te dis, ouais, mais à 2 centimètres près, c'était terminé, quoi. Ben, ça, c'est le critère 2. Donc, en fait, si tu pars du principe que celui qui envoie du volume, il touche pas beaucoup, et que celui qui envoie peu de volume, il touche souvent proportionnellement, mais que ça s'équilibre et que du coup, tu n'arrives pas à départager sur le Mhm. critère 1, dès que tu vas au critère 2, c'est agressivité efficace. Bon, alors Mhm. évidemment, si tu as un gars qui est agressif mais qui touche peu, tu as moins ce truc efficace, mais étant donné qu'il a vraiment l'intention d'aller plus chercher le finish, Mhm. tu vas départager le round sur ce critère-là. Et c'est là où Mhm. j'ai une petite crainte Ouais, je pour vois. William Gummis. C'est vrai, Euh, c'est vrai. pour passer au game plan, je vais commencer sur une question. Alors, je te l'ai pas envoyé à l'avance, donc désolé si ça demande un temps de réflexion. Mais j'ai pas trouvé un meilleur moyen de l'exprimer que ça. Donc, je vais d'abord nuancer en disant, il n'y a pas d'insulte dans ce que je dis, c'est juste le moyen le plus facile de faire comprendre ma version. Ma question. Pour William Gummis, est-ce que pour lui, il doit approcher le combat en se disant, je vais être meilleur là où on est tous les deux bons, ou je vais être moins mauvais là où on est tous les deux moins bons? En d'autres termes, est-ce que je vais essayer de m'imposer en pied-point face à quelqu'un qui est plutôt un striker, Mhm. ou est-ce que je vais essayer de m'imposer grâce à ma lutte et mon grappling face à un striker, en sachant que on a dit un Gomis c'est complet, mais je le perçois quand même plus Comme un comme un striker. striker que comme un grappleur. Donc, selon toi, quelle serait l'approche stratégique pour William Gomis dans ce combat? Est-ce qu'il doit chercher à grappler, parce qu'on a vu ce que ça donne, hein. Bon, je vais pas dire que voilà, William Gomis pour moi n'a pas le niveau de Pat Sabatini en lutte et grappling, mais on a vu ce que Sabatini a pu faire à Almeida, et c'est alléchant, tu vois. Tu te dis waouh, il y a vraiment un chemin vers la victoire là. Ouais, Ou bien tu cherches plutôt la stratégie, comment je s'appelle-t-il, pense, je, je, Zellhuber. Ouais. hmm. Je pense que William Gomis sera meilleur en MMA. Et donc, je pense qu'il sera meilleur sur un petit peu tous les aspects. Je le vois. Alors, debout, c'est vrai qu'on pourrait se dire que il sera légèrement meilleur en striking. Sauf qu'on va être en garde ouverte. Et je pense que ça va être très, très, très problématique pour Almeida, qui a montré, notamment pendant le Dana White Contender, je crois, que dès que son adversaire passait en gaucher, il se prenait des sales kicks, des gros middle, et Mm. qu'il était vraiment pas à l'aise en garde ouverte. Donc, moi, personnellement, hein, je vois Gomis euh, gérer l'agressivité et la pression, toucher avec des middle, des kicks, ce genre de choses. Et quand Almeida, frustré, va un peu trop avancer, par exemple, le mettre au sol, contrôler, frapper, et emporter ses rounds de cette manière-là, tu vois, plutôt. Donc Ouais, donc je dirais que qu'il va être meilleur en MMA, tu vois. Il faut pas qu'il choisisse une dimension en se disant c'est cette dimension-là qui va fonctionner. Tu vois ce que je mm. veux dire? Je pense qu'il Ouais, ouais, sera meilleur sur tous les aspects.
Mmh. Ouais, donc en fait, qu'il approche le combat en mode je travaille de l'extérieur, comme il le fait très bien, Mmh. comme il a très bien fait contre Marshall, comme il a très Mmh. bien fait contre Harila. Tout à On en fait. avait déjà parlé quand on avait analysé William Gomis la dernière fois. Ça, c'était un de Mmh. ses combats référents, c'était vraiment beau. Donc ici, face à quelqu'un d'agressif, bon, il n'est pas aussi agressif que Harila, mais il peut vraiment avoir cet aspect, cette approche où je te fais venir à moi et quand tu viens à moi et que j'ai la bonne distance, je te pointe. Je suis entièrement d'accord avec toi. Comment il s'appelle? Zellhuber au Dana White Contender Series contre Almeida. Il passe pas souvent en gaucher, mais à chaque fois qu'il passe en gaucher, il trouve ses ouvertures. Donc ici, étant donné que William Gomis Mmh. est gaucher, on s'attend quand même à ce qu'il puisse trouver Ouais. ses combinaisons classiques de garde ouverte. Et si Almeida est beaucoup trop agressif, alors là, tu viens casser la distance, tu cherches à amener au sol. Et Exactement. je pense que c'est là, je vais te rejoindre. C'est vraiment une question ouverte et tu m'as convaincu. Je pense que la meilleure approche, c'est de ne pas venir avec une approche précise, mais de se dire que les deux sont potentiellement là. Tu commences debout quoi qu'il arrive et puis voilà, si t'es pas si à l'aise que ça debout, tu vas tester la lutte, mais tu rentres pas dans le combat en disant je vais faire que du pied-point ou je vais absolument le lutter à tout prix. Mmh. Euh, Top. Donc ça c'est pour William Gomis. Est-ce que tu as quelque chose d'autre sur l'approche stratégique ou l'approche technique pour Gomis? Pour William, non, je pense que vraiment, c'est un combat qui est. J'étais assez étonné en regardant son adversaire parce que je trouve qu'il est plutôt bien choisi pour lui euh, au moment de sa carrière. Donc c'est pas du tout un gros nom. Il y a quand même pas mal d'ouverture. Gomis, il a besoin de. Je crois que c'est un peu un combat test où l'UFC lui dit voilà, on donne un gars. Tu dois le battre normalement et tu dois le battre avec la manière si tu fais bien les choses, tu vois. Et moi, Ouais, je le vois comme ça, ce combat-là. Et donc, à la toute base, j'étais en train de me dire que dans mes préférences, j'aurais voulu le voir, par exemple, gagner à la décision pour faire des rounds, parce il faut qu'il fasse des rounds, il est encore jeune. Mais je pense que c'est un combat où il doit, voilà, il doit y aller, quoi, tu vois. Enfin, il doit poser un statement là-dessus. Et il y a les ouvertures, et c'est un profil qui va vouloir boxer, et tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, Il avait ouais, un tout combat à fait. piège avant, là, c'est pas un combat réellement piège, quoi. Ouais. Ouais, et puis là, c'est typiquement le genre de combat où son adversaire va lui apporter le combat un peu divertissant. Peut-être c'est ça que c'est de ça dont s'attend l'UFC parce que Ouais. le côté divertissant des deux derniers combats de Gomis, c'est le fait qu'il ait survécu dans des soumissions un peu chaudes. Et donc ça, ici, c'est clair que ce qu'on aimerait voir, c'est justement le voir gagner haut la main. C'est ça le truc, c'est que j'ai kiffé le voir gagner. Dans des situations où il a vraiment été poussé très loin dans ses retranchements Ouais. sur des séquences de combat. Mais là, ce serait pas mal de le voir gagner un combat vraiment haut la main Mm. face à quelqu'un de bon parce que j'avais fait une petite vidéo en promenade là quand le combat avait été annoncé et Mm. j'avais dit exactement ce que tu as dit. Je trouve que en termes de travail de management, ça a été bien sélectionné ce combattant-là. Ça lui permettrait d'être à 3-0 à l'UFC en prenant progressivement des gars qui représentent Mm. certains challenges. Là, c'est un profil différent de Manage... Marshall. Hein. ouais. Marshall, c'était l'inverse. Mm. Donc, Management non, ouais, ou j'aime bien. matchmaking, tu vois. Matchmaking peut-être aussi. Je pense que derrière, il y a eu un choix qui a été fait et moi, je trouve que c'est un choix très intéressant. Mm, Ouais, ouais, les deux. Alors, je trouve que du côté de Almeida, c'est très complexe de définir une stratégie par rapport à son profil et le profil de William Gomis. J'ai vraiment passé pas mal de temps à réfléchir et donc je suis pas du tout certain de la qualité de ce que je vais dire ici, Mhm. mais je me lance et puis voilà. Donc moi j'avais mis pression de contreur. Ce que j'entends par là, c'est ne pas suivre Gomis, donc ne pas faire les erreurs que Harila a fait par exemple, Mm, mm. de vouloir mettre la pression pour mettre la pression et du coup de le suivre partout et puis de Ouais. se faire toucher, toucher, toucher. Je pense qu'ici, il doit vraiment avoir ce genre de pression étouffante qui force Gomis à engager pour chercher à le contrer, plutôt que mettre une pression pour le toucher et en fait se faire pointer à chaque fois à distance. Donc, je sais pas si tu vois ce que je veux dire par Ouais, je pression vois. de contreur, mais c'est un peu ce que McGregor faisait en début de carrière à l'UFC et enfin, surtout en fin de carrière au Cage Warriors. Euh, Vu la différence de volume, ils sont habitués sur des volumes différents. Je pense que c'est dans l'intérêt de Almeida de rester dans les échanges.
Donc, quand il y a une action qui s'engage, essayez qu'elle soit la plus longue possible, qu'on ait le plus long échange possible. Et justement, Almeida, avec ses larges crochets, ses kicks en sortie de clinch, ça peut être intéressant pour lui. Donc, dès qu'il y a une action qui s'engage, faire en sorte que ça reset pas des deux côtés, faire en sorte que si William reset, ben, que lui continue à le suivre à ce moment-là, parce que William est bien meilleur quand il a de l'espace et qu'il a le temps de réfléchir pour à quel moment taper. Mais quand tu es dans un échange, tu as un peu moins ce temps de réflexion et cet espace. Et puis, Almeida, ce qu'il fait bien, c'est les low kicks. Donc, je pense que ça, il doit pas oublier face à quelqu'un qui se déplace beaucoup. S'il arrive à un peu anticiper les déplacements de William, il pourrait avoir des bons petits low kicks en collision. Donc faire gaffe à pas les envoyer en les ratant, évidemment, parce que William serait en train de trop se déplacer, mais les petits moments où William se déplace un peu moins, où il fixe ses jambes au sol, là, il y a probablement une ouverture pour des low kicks et alors essayer de jouer sur le cumul. Ça, c'est les trois gros points que j'avais notés, parce que comme j'ai dit, j'en ai pas trouvé d'autres, parce que je trouvais que l'exercice était très compliqué, donc c'est un chouette challenge intellectuel de rechercher la stratégie que pouvait adopter Almeida par rapport à Gomis. Ouais, bah écoute, c'est pour ça que je le vois favori, hein, Gomis, parce que je vois beaucoup de chemins de victoire pour Almeida, et je crois que tu les as définis, hein. Je pense qu'il doit être capable, non pas de suivre, mais de cadrer et de couper un petit peu la route. Alors, ça va être assez complexe parce que je trouve que Gomis, si tu veut fermer, donc en tant que droitier, si tu te déplaces sur la droite pour lui fermer son angle de sortie, c'est là où il va envoyer sa jambe arrière, tu vois. Et, euh, et donc, bah, ça te pousse à te remettre dans l'axe qui privilégie pour pouvoir reculer, tu vois. Et, et donc, il faut trouver un juste milieu pour ne pas être trop long, ne pas être trop à découvert de ses kicks arrière et en même temps progressivement l'amener sur le bon côté. Donc il y a peut-être des choses à faire, tu vois, il y a peut-être des choses à faire en cadrant aussi avec des crochets bras arrière assez larges, tu vois, pour le mettre sur le reculoir et dans ses déplacements, une fois qu'il est sur le reculoir face à un crochet large arrière, il va peut-être avoir des ouvertures. Mais moi, je trouve ça complexe, quoi. Ça complexe. En tout cas, pour moi, ça va être vraiment ça, plutôt. Comme tu dis, chercher un peu la bagarre, chercher l'échange et essayer de trouver une ouverture dans ces retraits de buste à William Gomis, tu vois. Mm. Et après, sait-on Ouais. jamais, hein, tu vois, on l'a vu se faire rouler dessus Almeida en lutte, mais je pense qu'il peut avoir un bon grappling. Je pense qu'il pourrait exploiter certaines choses. Il y a des choses qu'on n'a pas vues, tu vois ce que je veux dire? Bah, de fait, il a 5 victoires par soumission. Je suis en Hmm. train de regarder maintenant l'adversité, hein. Donc, attends, hein. Sa dernière victoire par soumission, c'était une guillotine à son dernier combat avant de rejoindre l'UFC. Hmm. Ah oui, je l'avais regardé, je me souviens. C'est une guillotine qui part debout. Donc c'est face à quelqu'un qui était à 10-3, donc ça se vaut. Hmm. Avant ça, c'était un triangle contre quelqu'un qui était à 0-0 quand lui était à 9-0, donc ça Ouais, compte bon. pas. Ouais, Avant ça, c'est un arm triangle contre quelqu'un qui était à 2-4 quand lui était à 6-0, donc ça compte pas. non. Je vais pas dire que ça compte pas, mais voilà. Ouais, bon, Et en on va étranglement dire ça. arrière quand il était à 3-0 contre quelqu'un qui était à 4-1. Donc ouais, Ça compte. il doit avoir un bon grappling, hein. Il faut pas Ouais, sous-estimer ouais. ça. Faut pas oublier que voilà, Pat Sabatini, c'est quand même un très très bon grappleur. Donc forcément, tu peux vite te faire Hmm, dominer sans hmm. pouvoir montrer quoi que ce soit. Mais, euh, mais ouais, à voir. C'est peut-être un élément de surprise pour ce combat. Ouais, tout à fait. Donc, on en est au point où on doit donner les pronos. Pour une fois, je vais prendre les devants. En Ouais, général, je vas-y. te demande et voilà. Donc, moi, j'ai Gomis à la décision. Je te jure, j'ai vraiment peur. Je vois vraiment cette possibilité que on se fasse surprendre par Une décision, ouais. l'activité. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, par l'activité. Mais plus le podcast a avancé, plus tu m'as convaincu sur la différence de niveau à l'avantage de William Gomis. Hmm. Et donc maintenant, je suis un peu plus rassuré que ce matin quant à la victoire de William Gomis. Donc je signe ce pronostic, Gomis à la décision. Écoute, moi j'avais mis mon prono, hein, j'avais mis aussi décision de Gomis.
Le prono risqué, je pense quand même que, exactement comme, je pense qu'il a possibilité de gagner par KO, tu vois. Je le vois, je pense qu'il y a des ouvertures. Je pense qu'il y a des ouvertures. Mais la plus grosse probabilité pour moi, c'est quand même une décision, clairement. Mais je Voilà. serais pas surpris qu'il gagne un peu comme il l'a fait contre Yakubov euh, à l'UAE Warriors. Donc c'est un combat où lui voulait rester debout, Yakubov voulait un peu engager en lutte, mais il s'est rendu compte que Gomis était meilleur dans l'aspect de la lutte. Puis Gomis prend sa position au sol et il va mettre un grand endpoint bien vicieux qui force l'arbitre à arrêter le combat. Et ça aussi, c'est une séquence que je pourrais voir. Et en tout cas, limite, c'est ma préférence. En fait, j'aimerais bien voir un William Gomis s'imposer par TKO au sol. Ça serait top. Bah, écoute, moi c'est pareil. Moi j'aimerais, ma préférence, ce serait un Gomis par KO, TKO. Un truc assez sympathique, tu vois. Ou Mhm. en tout cas, ça lui permettrait d'avoir la reconnaissance, tu vois, qu'il mérite, tu vois. Mhm. Euh, Ouais, ouais, ouais. Parce que je pense qu'il sait de toute façon où il en est. Je pense qu'il sait qu'il y a du taf, qu'il a pas mal d'années avant d'atteindre vraiment le top. Parce que je pense pas Mhm. qu'il soit encore mûr, tu vois. Mais en tout cas, ça permettrait de bien se mettre dessus et d'avoir suffisamment de support pour pouvoir continuer la charge d'entraînement qu'il y a, tu vois. C'est pas rien hein, Mhm. ce genre de niveau. Donc voilà, en tout C'est cas, moi, clair. ça serait ma préférence pour la suite de sa carrière. Une belle victoire par KO TKO et puis continuer à gravir les échelons très progressivement, tranquillement. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça qui est top parce qu'il est encore jeune et jeune dans sa carrière. Et là, les 3 combats qu'il a eu à l'UFC font tous du sens. En plus de ça, il a gagné en tant qu'underdog contre Marshall. Mm, Ici, mm, il mm. est favori. Il prend son temps. Je pense qu'après cette victoire, il peut tu sais, revenir dans 6 mois. Il n'y a pas de Ouais. précipitation à avoir. Il peut vraiment prendre le temps de progresser et pas vraiment sauter des étapes. Tu Mm, vois, mm, y mm. aller vraiment étape par étape. Ce serait parfait pour lui. Et en fait, c'est inspirant parce que tu te dis, voilà, il est arrivé à l'UFC, je trouve, avec le niveau satisfaisant de l'UFC. On lui a Mhm. mis quelqu'un qui n'était pas à l'UFC non plus et qui, tu vois, ça Ouais. faisait un bon test. Et puis là, il y a eu en gros, un changement de vie soudain avec la signature à l'UFC Paris Mm, l'année mm, mm. passée. Et aujourd'hui, il mérite d'être un combattant UFC. Mm, mm, Il mm. se construit, il se donne toutes les chances. Et donc, c'est beau à voir, c'est inspirant pour les jeunes combattants. Euh, Écoute, grand merci d'avoir pris ton temps alors que tu es à Paris pour t'entraîner toi-même. Ouais, Je te grille, bah, je pense que c'est pas un secret. Donc merci d'avoir pris ce temps-là avant d'aller t'entraîner. Dis bonjour à tout le monde. ça va. Merci aussi pour la préparation pour ce podcast et je te souhaite une belle journée. On s'entend jeudi. À jeudi. Ciao, ciao, hein. Ciao, ciao.